Le piège par Henry Sinclair Whitehead. C'était un certain jeudi matin de décembre que tout commença avec cet inexplicable mouvement que je crus discerner dans mon antique miroir de Copenhague. J'eus l'impression que quelque chose remuait, quelque chose qui se reflétait dans la glace, bien que je fusse seul dans la pièce. Je m'interrompis un instant, regardai avec attention, puis estimant que ce ne devait être qu'une illusion, entrepris de nouveau de me coiffer. J'avais découvert le miroir couvert de poussière et de toiles d'araignée dans une annexe d'un domaine abandonné dans la région nord, faiblement peuplée, de Santa Cruz, aux îles Vierges, d'où je l'avais rapporté aux États-Unis. Après plus de 2 siècles placé dans un climat tropical, le verre en était trouble, et la bordure dorée très abîmée au sommet. Aussi fis-je remettre en place les parties manquantes avant de déposer le tout dans une réserve avec le reste de mes affaires. Et maintenant, quelques années plus tard, je me retrouvais moitié hôte, moitié précepteur dans l'école privée de mon vieil ami Brown, sur une colline venteuse du Kentucky. J'occupais une aile vide de l'un des dortoirs et disposais de 2 pièces séparées par un vestibule. Le vieux miroir, soigneusement placé entre 2 matelas, avait été déballé dès mon arrivée et installé en grande pompe dans le salon, sur une commode en bois de rose qui me venait de mon arrière-grand-mère. La porte de ma chambre faisait face à celle du salon et j'avais remarqué qu'en regardant dans la glace de mon armoire, je pouvais voir le grand miroir par-delà les 2 portes, ce qui revenait à contempler un vestibule multiplié à l'infini, mais qui irait toujours en diminuant. Ce jeudi matin, je crus y apercevoir un vague mouvement, bien qu'il fût toujours vide. Et comme je l'ai dit, j'ai cessé très vite d'y penser. Quand j'arrivai au réfectoire, tout le monde se plaignait du froid, et j'appris que le chauffage de l'école était momentanément en panne. Très sensible aux basses températures et peu soucieux d'affronter ce jour-là une salle de classe glaciale, j'invitai mes élèves à venir dans mon salon pour un cours improvisé devant la cheminée, suggestion qu'ils accueillirent avec enthousiasme. La leçon terminée, l'un des garçons, nommé Robert Grandison, me demanda la permission de rester car il n'avait pas cours ce matin-là, ce que je lui ai accordé de bon cœur, et il s'assit pour étudier dans un fauteuil devant le feu. Au bout d'un moment, cependant, il changea de place et s'éloigna de la cheminée, où je venais de remettre du bois. D'où j'étais, je remarquai qu'il regardait fixement le miroir trouble, et, cherchant ce qui l'intéressait tant, je me souvins de l'incident du matin. Le temps passa et il gardait les yeux fixes, en fronçant les sourcils. Je finis par lui demander d'un ton très calme ce qui retenait son attention. Lentement, les sourcils toujours froncés, il se tourna vers moi et répondit d'un ton prudent. « Ce sont les inégalités du verre. Quelque chose comme ça, monsieur Canvin. Je constatais qu'elles semblent toutes provenir du même point. Regardez, je vais vous montrer de quoi il s'agit. » Se levant, il alla vers le miroir et plaça son doigt sur un point en bas à gauche de la glace. « C'est ici, monsieur. Très exactement. » dit-il en pivotant dans ma direction. Il se peut que ce faisant, il ait exercé une pression sur le verre, car il retira brusquement sa main, semblant faire un effort, et émit un faible cri, puis fixa le miroir d'un air perplexe. « Que se passe-t-il ?»« Oh, on dirait que c'est comme si j'avais mis mon doigt dans... Non, c'est absurde, monsieur. C'était une sensation très particulière. » Robert avait un vocabulaire étonnant pour un garçon de 15 ans. Je m'avançai et lui demandai de me montrer l'endroit exact. « Vous allez penser que je suis idiot, monsieur. Mais d'ici, je ne peux le dire avec certitude. Du fauteuil, ça l'apparaissait tout à fait clair. » Très intéressé, j'allais m'y asseoir et fixer le point qu'il m'avait indiqué sur le miroir. Aussitôt, la chose me sauta aux yeux. Impossible de s'y méprendre. Vu de la position que j'occupais, toutes les volutes du verre paraissaient converger comme des fils tenus par une seule main et qui rayonneraient à partir du même endroit. Me levant, je me dirigeai vers le miroir, mais ne pus y apercevoir cette curieuse tache. Apparemment, elle n'était visible que sous certains angles. Observé directement, cette partie de la glace ne reflétait rien. Je ne pouvais y voir mon visage. De toute évidence, je me voyais poser un petit problème d'optique.
J'entendis résonner la cloche de l'école et Robert Grandison, fasciné, dut partir en toute hâte, me laissant seul avec ma bizarre énigme. Je relevai les stores, traversai le vestibule et cherchai le reflet de la tache dans le miroir de mon armoire. Je finis par l'y trouver, l'observer avec une intense attention et de nouveau discerner quelque chose qui faisait penser au mouvement. Je tendis le cou et enfin la chose me sauta aux yeux. Ce vague mouvement était maintenant beaucoup plus net et marqué. Une sorte d'effet de torsion, de tournoiement très semblable à un minuscule mais puissant tourbillon, à une trombe ou à un tas de feuilles mortes dansant ensemble dans le vent au-dessus d'une pelouse. Il évoquait le double mouvement de la Terre, sur elle-même et autour du Soleil, comme si les spirales venaient se jeter sans fin en direction du même point à l'intérieur du verre. Passionné, bien que réalisant que ce devait être une sorte d'illusion d'optique, je perçus un effet de succion, bien précis, et songeai aux explications embarrassées de Robert. C'est comme si j'avais mis mon doigt dedans. Un léger frisson glacé me parcourut. Il y avait là quelque chose qui valait indiscutablement la peine qu'on s'y intéresse. Et comme je songeais à examiner la question de plus près, je me souvins de l'expression songeuse de Robert Grandison quand la cloche de l'école l'avait appelé en classe. Obéissant, il était passé dans le vestibule en regardant par-dessus son épaule, et je décidai de le faire participer aux recherches que je pourrais entreprendre pour élucider ce petit mystère. De graves événements relatifs au même Robert néanmoins ne tardèrent pas à chasser pendant un certain temps toute idée du miroir de mon esprit. Je fus absent tout l'après-midi et ne revins qu'au moment de l'appel de 5h30, un rassemblement général auquel tous les élèves devaient obligatoirement assister. Arrivant là dans l'idée d'emmener Robert chez moi pour un nouvel examen du miroir, je constatai avec une surprise dépitée qu'il était absent. Chose de sa part, tout à fait inexplicable. Ce soir-là, Brown m'apprit sa disparition. Toutes les recherches dans les dortoirs et dans le gymnase comme aux environs étaient demeurées vaines, bien que toutes ses affaires, et notamment ses vêtements de ville, soient restés en place. Personne ne l'avait rencontré dehors ou dans l'un des groupes d'élèves partis en promenade l'après-midi. Les appels téléphoniques auprès de tous les fournisseurs de l'école n'apportèrent rien. En bref, personne ne l'avait vu depuis la fin des cours, à 2h30, à l'instant où il empruntait l'escalier qui menait à sa chambre au dortoir numéro 3. Quand nous comprîmes pour de bon qu'il avait disparu, toute l'école fut bouleversée. Brown étant le directeur, devait emporter le poids, hébété, devant un événement aussi inattendu et sans précédent dans son établissement. On apprit que Robert n'était pas rentré chez lui en Pennsylvanie et les élèves et les professeurs lancés à sa recherche dans la campagne neigeuse qui entourait l'école revinrent bredouilles. Il semblait s'être purement et simplement évaporé. Ses parents arrivèrent le surlendemain dans l'après-midi. Ils prirent les choses avec calme, bien qu'évidemment la catastrophe les eût profondément ébranlés. Brown paraissait vieilli de 10 ans, mais il était impossible de faire quoi que ce soit. Le 4e jour, tout le monde s'accordait à dire que le mystère restait complet. Monsieur et Madame Grandison prirent à contre-cœur le chemin du retour, et le lendemain commencèrent les vacances de Noël. Les élèves comme les professeurs s'en allèrent, ne songeant plus qu'aux fêtes de fin d'année, et seul Brown, sa femme et les domestiques me tinrent compagnie dans ce vaste bâtiment. Abandonné par ses occupants, il ressemblait vraiment à une coquille vide. Cet après-midi-là, assis devant la cheminée, je réfléchis à la disparition de Robert et échafaudai toutes sortes de théories pour en rendre compte. Le soir, j'y avais gagné un violent mal de tête et me contentais donc d'un souper léger. Puis après une marche à grands pas autour de l'école, je retournai dans mon salon et me colletai, une fois de plus, avec mes pensées. Un peu après 10h, je me réveillai dans mon fauteuil, engourdi et glacé après un petit somme durant lequel j'avais laissé mourir le feu. Je me sentis mal à mon aise, bien qu'animé par un sentiment très particulier d'attente et même d'espoir. Bien entendu, cela concernait le problème qui me tourmentait. Une idée absurde me vint, au sortir de cet assoupissement inopiné. L'impression tenace qu'un Robert Grandison, grêle et à peine reconnaissable, s'efforçait désespérément de communiquer avec moi. Je me mis au lit, l'esprit empli d'une conviction formelle. Le jeune homme était toujours vivant. Ceux qui savent que j'ai longtemps vécu aux Antilles, où se sont produits des événements demeurés sans explication, je les suivis de près, ne seront pas surpris de me voir prêter attention à de telles intuitions. Ils ne s'étonneront pas non plus que
je me sois endormi avec un désir pressant d'entrer en contact par la pensée avec le jeune garçon disparu. Les scientifiques les plus posés n'hésitent pas à affirmer, avec Freud, Jung et Adler, que le subconscient durant le sommeil est remarquablement ouvert aux impressions venues de l'extérieur, bien qu'elles soient rarement préservées après l'éveil. Si l'on avance plus loin en tenant pour acquise l'existence de forces télépathiques, il s'ensuit que celles-ci doivent agir plus intensément encore sur un dormeur. Si je devais recevoir un message précis de Robert, ce serait donc au milieu du sommeil le plus profond. Certes, il se pourrait que j'oublie tout une fois réveillé, mais la connaissance de certaines méthodes de discipline mentale glanées à divers endroits peu connus de la planète me permet de retenir ce genre de choses avec beaucoup d'acuité. Je dois m'être endormi immédiatement, et si j'en juge par la vigueur de mes rêves comme par l'absence d'intervalle d'éveil, mon sommeil fut très profond. Je me réveillai à 7h moins le quart. Il subsistait encore en moi diverses impressions venues, j'en étais sûr, du monde du rêve. Une image occupait mon esprit, celle de Robert Grandison, étrangement transformé en un garçon d'une morne couleur bleu sombre tirant sur le vert. Il s'efforçait désespérément de communiquer avec moi par le moyen de la parole, mais se heurtait pour ce faire à d'insurmontables difficultés. Une curieuse barrière spatiale semblait se dresser entre nous, comme un mur invisible et mystérieux qui nous déroutait complètement. J'avais vu Robert de loin, aurait-on dit, et pourtant, bizarrement, il paraissait en même temps se tenir tout près de moi. Il était à la fois plus grand et plus petit que dans la vie réelle, et sa taille apparente variait directement et non inversement quand, pendant la conversation, il se déplaçait en avant ou en arrière. En effet, il grandissait au lieu de rapetisser, lorsqu'il reculait ou s'écartait et vice-versa, comme si, en ce qui le concernait, les lois de la perspective s'en trouvaient inversées. Son apparence restait diffuse et brouillée, on aurait dit qu'il n'avait plus de couleur permanente, et les anomalies de couleurs et de vêtements me plongèrent tout d'abord dans un abîme de perplexité. Au cours de mon rêve, ses efforts pour me parler avaient finalement abouti à un résultat audible, bien que sa voix semblât anormalement plate et empâtée. À un moment, je fus incapable de comprendre ce qu'il disait, et, bien que plongé dans le sommeil, me torturait l'esprit pour savoir où il était, ce qu'il essayait de proférer et pourquoi sa façon de parler demeurait si indéchiffrable et malaisée. Puis, peu à peu, je parvins à discerner des mots et des phrases, dont la première suffit à faire naître une folle excitation dans mon esprit endormi, tandis que s'établissait enfin une certaine communication mentale qui n'avait pu jusqu'alors prendre forme consciente, tant tout cela paraissait insensé. Je ne sais combien de temps, perdu dans le sommeil, j'écoutais ces mots hésitants, mais des heures entières durent s'écouler pendant que mon interlocuteur, qui me semblait étrangement loin, trébuchait sur chacune des phrases de son récit. Je saisis à cette occasion un fait dont je ne pus espérer convaincre personne, faute de preuves irréfutables, et dont j'étais tout prêt à admettre, dans le rêve comme après mon réveil, la véracité, en raison de mon expérience du surnaturel. Le jeune homme, tout en éructant péniblement, observait de toute évidence les changements qui se lisaient sur mon visage, car lorsque je parvins à le comprendre, un tant soit peu, sa physionomie s'éclaira et montra des signes de gratitude et d'espoir. Toute tentative pour donner une idée du message de Robert tel qu'il subsistait en moi quand je me réveillais brusquement dans ma chambre glacée m'amène à un point de mon récit où je suis contraint de choisir mes mots avec le plus grand soin. Tout cela est si difficile à faire comprendre que l'on risque de s'y perdre pour de bon. J'ai déjà dit que s'était établie entre nos esprits une connexion que la raison m'avait jusque-là interdit de formuler consciemment. Je n'hésiterai pas à préciser qu'elle était liée au vieux miroir de Copenhague, dont les mouvements que j'y avais décelés, les spirales, l'impression de succion avaient exercé sur Robert comme sur moi-même une si inquiétante fascination. Ma conscience avait auparavant rejeté ce que mon intuition aurait voulu lui souffler, mais elle ne pouvait plus désormais repousser d'aussi incroyables conséquences. Ce qui, dans Alice, n'est qu'une simple fantaisie, m'apparut comme la réalité même. Ce miroir était bel et bien doté d'un maléfique pouvoir d'aspiration tout à fait anormal. Celui qui, dans mon rêve, luttait pour me parler témoignait suffisamment que cet objet violait toutes les certitudes connues de l'expérience humaine et les lois sans âge gouvernant les 3 dimensions qui nous sont familières. C'est bien autre chose qu'un miroir.
Une porte, un piège, un chemin vers des recoins obscurs de l'espace, inaccessibles aux habitants de notre univers visible, qu'on ne pouvait exprimer que dans les termes de la géométrie non euclidienne, la plus complexe. Et d'une façon incroyable, Robert Grandison était passé de notre monde dans le miroir et restait emmuré là en attendant sa délivrance. Il est significatif qu'en me réveillant, je n'ai nourri aucun doute sérieux sur la véracité de ce qui m'avait ainsi réveillé. Tous mes instincts me certifiaient que j'avais réellement discuté avec un Robert transdimensionnel et non rêvé toute l'histoire en partant des réflexions que je me faisais sur sa disparition, ainsi que des illusions d'optique du miroir. Cela était pour moi aussi assuré que ces certitudes instinctives dont chacun reconnaît la validité. Le récit qui m'avait été fait était parfaitement incroyable. Le vieux miroir exerçait sur Robert, je l'avais observé le matin de sa disparition, une intense fascination. Tout au long des heures de classe, il n'eut de cesse de revenir dans mon salon pour l'examiner de plus près. Il arriva chez moi après la fin des cours aux environs de 2h20, alors que j'étais parti en ville. Constatant mon absence et sachant que je ne me formaliserais pas de son geste, il entra, se dirigea droit vers le miroir, se plaça devant, et entreprit d'étudier l'endroit où, comme nous l'avions remarqué, les spirales semblaient converger. Et puis, brusquement, il fut saisi d'un besoin irrépressible d'y placer sa main. Il obéit à contre-cœur et ce faisant ressentit aussitôt cette bizarre sensation d'aspiration presque douloureuse qui l'avait tant intrigué le matin même. Immédiatement après, sans transition, avec une sorte de torsion qui lui parut déformer et broyer chaque os et muscle de son corps, sectionner et comprimer tous ses nerfs, il avait été soudainement tiré à travers pour se retrouver à l'intérieur. Une fois arrivé là, cette atroce douleur le quitta d'un coup. Il eut l'impression qu'il venait de naître. Ce qui se voyait à chaque tentative de faire quelque chose, marcher, se pencher, tourner la tête, parler à voix haute. Son corps tout entier lui semblait former un ensemble incohérent. De telles sensations se dissipèrent au bout d'un temps assez long, et son organisme redevint un tout organisé, et non plus une somme d'éléments mal assortis. Parler restait cependant très difficile, sans doute en raison de la complexité de l'opération qui impliquait la mise en œuvre d'organes, de muscles et de tendons très différents. D'un autre côté, ses pieds s'adaptèrent vite aux conditions nouvelles. Toute la matinée, je retournais ce problème qui défiait la raison, reliant tout ce que j'avais vu et entendu, laissant de côté un scepticisme bien naturel chez un homme sensé, et réfléchissant aux moyens de libérer Robert de son incroyable prison. Ce faisant, un certain nombre de points déroutants me devinrent clairs, ou du moins plus clairs. La couleur de Robert, par exemple. Je l'ai dit, son visage et ses mains étaient d'un bleu sombre tirant vers le vert, et j'ajouterai que sa veste bleu marine avait pris une couleur jaune citron, très pâle, tandis que son pantalon restait du même gris neutre. Comme j'y réfléchissais une fois réveillé, je compris que cela obéissait au même principe que le renversement de perspective, qui, lorsque Robert reculait, le faisait paraître plus grand et plus petit lorsqu'il approchait. Dans cette dimension inconnue, chaque détail de couleur était le contraire exact de la teinte normale dans la vie quotidienne. En physique, le bleu et le jaune, le rouge et le vert sont des complémentaires typiques, et mêlés donnent du gris. La peau de Robert était d'un chamois un peu rosé, dont l'opposé est le bleu sombre verdâtre que j'avais vu. Sa veste bleue était devenue jaune, tandis que son pantalon demeurait gris. Ce dernier point me déconcerta jusqu'à ce que je me souvienne que le gris, mélange de couleurs opposées, est à lui-même son propre opposé, puisqu'il ne peut en avoir. Je comprenais aussi pourquoi Robert s'exprimait d'une voix si plate et si déformée, comme sa gaucherie et ce sentiment dont il se plaignait fort, d'avoir un corps dont les parties seraient comme mal ajustées. Ce fut au début une véritable énigme, et après y avoir beaucoup réfléchi, je finis par en venir à bout. Là encore, c'était le fait de la fameuse inversion qui affectait la perspective et les couleurs. Quiconque se retrouve dans la 4e dimension doit nécessairement être inversé de cette façon, y compris en ce qui concerne les pieds et les mains. Il doit en être de même pour tous les organes doubles, narines, oreilles et les yeux. Robert s'exprimait donc avec un appareil vocal, langue, dents, cordes vocales, inversées. Aussi ne fallait-il pas s'étonner qu'il ait tant de mal.
À mesure que la matinée s'écoulait, le sentiment que j'avais de la cruelle véracité et de l'urgence terrifiante de la situation révélée par le rêve ne fit que croître. Je devais absolument faire quelque chose, mais me rendais compte cependant qu'il était inutile de chercher de l'aide. Une histoire comme la mienne qui ne reposait que sur un rêve ne pourrait me valoir que le ridicule ou des soupçons quant à ma santé mentale. Et à vrai dire, que pouvais-je faire, aider ou non, avec les médiocres renseignements obtenus durant la nuit? Je reconnus enfin qu'il me faudrait davantage d'informations avant même de réfléchir à un moyen de libérer Robert. Cela ne serait possible qu'à travers les conditions favorables du rêve, et je fus réconforté de songer que selon toute probabilité, le contact télépathique reprendrait dès que je sombrerais de nouveau dans un profond sommeil. Je m'endormis cet après-midi-là, après un repas au cours duquel, en me contrôlant rigoureusement, je réussis à dissimuler à Brown et à son épouse les pensées tumultueuses qui se bousculaient dans ma tête. J'avais à peine fermé les yeux qu'une faible image télépathique commença d'apparaître, et je compris vite, à ma grande excitation, qu'elle était identique à la précédente, et même un peu plus distincte. Quand elle se mit à parler, je parvins à comprendre davantage de mots. La plupart de mes déductions du matin se virent confirmées à cette occasion, quoique notre discussion ait été mystérieusement interrompue bien avant mon réveil. Robert avait semblé s'inquiéter peu avant que notre communication prit fin, mais il eut le temps de me dire que, dans son étrange prison transdimensionnelle, les couleurs, comme les relations spatiales, étaient bel et bien inversées. Le noir devenait blanc, les dimensions apparentes croissaient avec l'éloignement, et ainsi de suite. Il avait également laissé entendre que, tout en étant en parfaite forme physique et disposant de toutes ses facultés, la plupart de ses fonctions vitales semblaient suspendues. Il était ainsi inutile de se nourrir, phénomène infiniment plus surprenant que l'inversion généralisée des objets et des attributs, dans la mesure où celle-ci s'expliquait très bien en termes purement mathématiques. Autre information importante, l'entrée du miroir constituait la seule sortie possible vers notre monde, mais elle était obturée de façon permanente et définitivement scellée. Robert me rendit de nouveau visite cette nuit-là. Au cours de son incarcération, de tels messages reçus à intervalles réguliers alors que je dormais, l'esprit en attente, ne cessèrent pas. Il faisait pour communiquer des efforts désespérés et souvent pitoyables. Parfois le lien télépathique faiblissait, tandis qu'à d'autres moments la fatigue, l'excitation ou la peur d'être interrompu faisaient obstacle à ses paroles. Il est sans doute préférable de présenter comme un tout cohérent ce que le jeune homme me confia lors de nos contacts mentaux, en y ajoutant de ci de là certains faits en rapport direct avec sa libération. L'information télépathique restait fragmentaire, parfois indéchiffrable. Je ne cessais pourtant de l'examiner en détail tout au long des 3 fiévreux jours, regroupant l'ensemble, réfléchissant avec une hâte intense, car c'était tout ce dont je disposais si je voulais ramener le jeune homme dans notre monde. Le lieu quadridimensionnel dans lequel Robert se retrouvait n'était pas, comme dans la science-fiction, un domaine inconnu, infini, peuplé de visions fantastiques et d'habitants étranges, mais bien plutôt la projection de certaines parties de notre univers dans une direction ou un aspect de l'espace, inaccessible en temps normal. Monde curieusement fragmentaire, impalpable, réduit à des scènes apparemment sans rapport entre elles, qui se fondaient les unes dans les autres, leurs détails ne pouvant de toute évidence être confondus avec tel ou tel objet attiré dans le vieux miroir, comme cela était arrivé à Robert. Ces scènes faisaient penser aux paysages du rêve ou aux images de lanternes magiques, des impressions visuelles fugitives dont le jeune homme ne faisait pas vraiment partie et qui formaient une sorte d'arrière-plan panoramique d'environnement éthéré contre lequel ou au milieu duquel il se déplaçait. Il ne pouvait toucher aucun de leurs éléments, arbres, murs ou meubles, mais se montrait tout à fait incapable de dire s'ils étaient immatériels ou reculaient chaque fois qu'il tentait de s'en approcher. Tout semblait fluide, changeant et irréel. Il croyait marcher sur la surface intérieure de la scène elle-même, plancher, chemin, pelouse ou autre, mais à l'examen, cela se révélait toujours être une illusion. Ses pieds se heurtaient constamment à la même force de résistance ainsi que ses mains dès qu'il s'efforçait de se baisser. Il ne pouvait décrire le sol, ou le plan sur lequel il avançait, que comme une pression à peu près abstraite qui faisait contrepoids à sa propre gravité.
Il n'avait aucune impression réellement tactile. De surcroît, il paraissait exister une force de lévitation d'ampleur limitée qui permettait certains changements d'altitude. Il pouvait ainsi passer peu à peu d'un niveau inférieur à un autre, plus élevé, sans être capable pour autant de grimper un escalier. Pour aller d'une scène à une autre, il fallait glisser à travers une zone d'ombre confuse, où les détails de chacune d'elles se mêlaient. Toutes se caractérisaient par l'absence d'objets transitoires et par l'apparition ambiguë ou peu claire de meubles et d'éléments de végétation. Leur éclairage était diffus, déroutant et bien entendu les couleurs inversées. L'herbe devenait rouge vif, les troncs d'arbres blancs, le ciel jaune, avec des formes nuageuses blanches et grises. Les murs de briques, verts, donnaient à toute chose une allure incroyablement grotesque. Quel que soit le point de la terre où le miroir se trouve suspendu, les heures du jour et de la nuit subissaient une inversion du même ordre. Le caractère hétérogène de ces scènes intrigua Robert jusqu'au moment où il comprit qu'elles se réduisaient aux lieux longuement reflétés dans le miroir. Cela expliquait leurs limites, très arbitraires, comme l'absence surprenante d'objets déplaçables, et le fait que tous les extérieurs fussent bordés par des contours de portes ou de fenêtres. Le verre pouvait enregistrer ces spectacles intangibles à l'issue d'une longue exposition, sans par ailleurs être en mesure d'absorber corporellement quoi que ce soit. Robert était arrivé là par un processus bien particulier et tout à fait différent. Mais, pour moi du moins, l'aspect le plus incroyable de ce phénomène aberrant restait le rapport de ces scènes illusoires au monde réel qu'elles représentaient, rapport qui violait de monstrueuse façon toutes les lois connues de la physique. J'ai dit que le miroir enregistrait des images de lieux différents, mais à proprement parler, c'est inexact. Chacune était en réalité une authentique projection à 4 dimensions quasi permanentes de l'endroit en question, et chaque fois que Robert se dirigeait vers tel ou tel point de l'une d'elles, ainsi dans celle de ma chambre quand il m'envoyait ses messages télépathiques, il était en fait sur Terre, dans le lieu défini, bien que soumis à certaines contraintes d'ordre spatial qui interdisaient toute communication sensorielle, dans quelque direction que ce fût, entre lui et la représentation tridimensionnelle de l'endroit dont il s'agissait. D'un point de vue purement théorique, un prisonnier du miroir aurait pu se rendre en quelques instants en n'importe quel endroit du globe, à condition qu'il ait déjà été reflété par la glace. Cela devait également être valable pour des lieux où elle n'avait pas été suspendue assez longtemps pour qu'il puisse être enregistré avec une netteté suffisante. Il se réduisait alors à une zone pratiquement dépourvue de forme. Il y en avait une d'un gris neutre hors des scènes proprement dites qui paraissait sans limite. Mais Robert ne put s'en assurer et n'osa pas s'y aventurer très loin, de peur de se perdre à jamais dans ce monde comme dans le nôtre. Il m'apprit en premier lieu qu'il n'y était pas seul. Plusieurs personnes se trouvaient là, toutes vêtues de costumes d'autrefois. Un homme d'âge mûr, corpulent, avec un catogan et des culottes de velours, qui parlait très bien anglais, mais avec un fort accent scandinave. Une petite fille assez belle, dont les cheveux très blonds semblaient d'un bleu sombre luisant. 2 noirs, apparemment muets, dont les traits contrastaient violemment avec la blancheur de leur peau à la couleur inversée. 3 jeunes gens, une jeune femme, un tout petit enfant presque bébé, et un Danois maigre et âgé dont l'allure bien particulière trahissait une intelligence perverse. Il s'appelait Alex Holm et portait le pantalon collant de satin, la veste évasée et la volumineuse perruque carrée en vogue il y a plus de 2 siècles. C'était à lui que tous les autres devaient de se retrouver là. Aussi habile dans l'art de la magie que dans le travail du verre, il y avait, il y a très longtemps, créé cette bizarre prison dimensionnelle dans laquelle lui-même, ses esclaves et ceux qu'il avait choisi d'inviter, ou plutôt d'attirer, étaient emmurés, sans pouvoir sortir, tant que durerait le miroir. Holm était né au début du XVIIe siècle et avait d'abord mené avec beaucoup de compétence et de succès la vie d'un verrier de Copenhague. Ses produits connaissaient une grande renommée, surtout les grands miroirs destinés aux salles de réception. Mais l'esprit audacieux qui avait fait de lui le meilleur artisan de son temps lui permit aussi de porter ses ambitions bien au-delà. Il s'irritait des limites posées aux connaissances et aux facultés humaines. Il en vint à chercher de sombres moyens de les surmonter et y réussit plus qu'il n'est bon pour un simple mortel. Il aspirait à quelque chose de semblable à l'immortalité. Et le miroir était le moyen de parvenir à ses fins.
L'étude approfondie de la quatrième dimension n'a pas commencé de nos jours avec Einstein, et Holmes, plus que versé dans toutes les sciences de son temps, savait qu'entrer sous forme corporelle dans ce repli caché de l'espace l'empêcherait de mourir au sens physique du terme. D'après ses recherches, le principe de réflexion était de façon certaine le point d'accès principal à toutes les dimensions entourant les trois qui nous sont familières. Et le hasard fit tomber entre ses mains un très ancien fragment de miroir dont il pensait pouvoir mettre en œuvre les propriétés mystérieuses. Une fois à l'intérieur de ce miroir, en tant que celui-ci serait protégé de la destruction et des injures du temps, la vie pourrait, du point de vue de la forme de la conscience, se voir indéfiniment prolongée. Holmes réalisa donc un miroir magnifique, dont la grande valeur assurerait la préservation. Il y fondit habilement l'étrange objet spiralé qu'il s'était procuré, et, ayant ainsi construit son refuge, ou son piège, entreprit d'assurer son entrée et ses futures conditions d'existence. Il aurait avec lui des serviteurs et des compagnons, à des fins d'expérience. Il fit d'abord passer dans le miroir 2 esclaves noirs ramenés des Antilles. On ne peut qu'imaginer ce qu'il ressentit à observer cette première démonstration concrète de l'exactitude de ses théories. Sans aucun doute, un homme aussi savant n'ignorait pas que sortir de notre univers pour une période supérieure à la durée de vie normale de ceux qui seraient enfermés là se solderait par une dissolution immédiate à la première tentative de revenir dans le monde réel. Mais cet inconvénient, et la destruction du miroir mis à part, les prisonniers resteraient à jamais tels qu'ils étaient en rentrant. Ils ne vieilliraient plus et n'auraient besoin ni de manger ni de boire. Pour rendre sa prison un peu plus tolérable, il y fit parvenir certains livres, de quoi écrire, une chaise et une table aussi solides que possible, et quelques autres accessoires. Il savait que les images reflétées ou absorbées par le miroir ne seraient pas réelles, mais il se bornerait à s'étendre autour de lui comme l'arrière-plan des rêves. Le grand moment vint en 1687, lors de son propre passage, qu'il dut aborder avec un mélange de terreur et de triomphe. En cas d'incident, il devrait faire face à l'épouvantable perspective d'entrer sans fin dans l'obscurité d'innombrables dimensions. Durant plus d'un demi-siècle, il demeura seul en compagnie de ses esclaves sans pouvoir s'attacher de nouveaux compagnons. Mais plus tard, il perfectionna sa méthode télépathique, qui consistait à visualiser certaines portions du monde extérieur entourant le miroir, dans l'entrée duquel il attirait ses victimes. Poussé par le désir d'appuyer sur la porte, Robert s'était retrouvé à l'intérieur de cette façon. Seule la télépathie permettait de telles visualisations puisque aucun des habitants du miroir ne pouvait voir le monde des hommes situés de l'autre côté. En vérité, Holmes et ses compagnons menaient une vie bien étrange. Le miroir était resté plus d'un siècle devant le poussiéreux mur de pierre du bâtiment où je l'avais retrouvé. Et Robert était donc le premier à y pénétrer après toute cette période. Son arrivée constituait un véritable événement car il apportait avec lui des nouvelles du monde extérieur qui durent vivement impressionner les plus réfléchis de ceux qui vivaient là. De son côté, si jeune qu'il fût, il ressentit avec force l'étrangeté de cette rencontre avec des gens qui avaient vécu au XVIIe et au XVIIIe siècle. On ne peut se faire qu'une vague idée de la mortelle monotonie de leur existence. Comme je l'ai dit, cet univers se limitait aux lieux longuement reflétés par le miroir, mais en raison des dommages infligés à la surface du verre par des climats tropicaux, beaucoup de ces endroits avaient pris un aspect étrange et trouble. Certains d'entre eux restaient agréables et lumineux, et c'est là que la petite compagnie se réunissait ordinairement. Mais aucune de ces scènes ne pouvait faire longtemps illusion. Tout y était irréel, intangible, et souvent de contours tout à fait vagues. Quand venaient les fastidieuses périodes d'obscurité, la coutume était de s'abandonner aux souvenirs, aux réflexions et aux conversations. Chacun des membres de cette assemblée, aussi bizarre que pathétique, gardait intacte sa propre personnalité, qui ne changerait plus, puisque insensible désormais aux effets temporels de l'espace extérieur. Exception faite des vêtements des prisonniers, le nombre d'objets inanimés contenus dans le miroir était très restreint et se limitait essentiellement à ceux que Holmes avait apportés avec lui. Les autres se passaient de meubles, puisque le sommeil et la fatigue avaient disparu avec les autres fonctions vitales. On ne notait la présence d'aucune forme inférieure de vie animale. Robert obtint la plus grande part de ces informations grâce à R. Thiel, celui qui parlait anglais avec l'accent scandinave.
Ce Danois de noble prestance l'avait pris en sympathie et bavardait énormément. Les autres lui témoignaient la même affabilité courtoise, et Holm lui-même, qui semblait bien disposé à son égard, lui confia notamment certains détails relatifs à la porte d'entrée du piège. Toutefois, le jeune garçon, comme il me l'expliqua plus tard, avait assez de bon sens pour ne jamais tenter d'entrer en rapport avec moi quand Holm était dans les environs. Il le vit apparaître à 2 reprises alors qu'il communiquait mentalement et il préféra s'interrompre aussitôt. À aucun moment je ne fus en mesure de voir l'univers derrière la surface du mur. L'image de Robert, réduite à sa forme corporelle et à ses vêtements, restait purement télépathique, comme l'image sonore de sa voix hésitante et la visualisation qu'il avait de moi, sans jamais mettre en œuvre une vue réellement transdimensionnelle. Si pourtant il avait disposé de puissants pouvoirs télépathiques de Holm, il aurait pu transmettre quelque image très nette, en plus de sa propre personne. Bien entendu, tout au long de cette période, je ne cessais de rechercher désespérément un moyen de le libérer. Le 4e jour, le 9e après sa disparition, je trouvai brusquement la solution. Tout bien considéré, la méthode que j'appliquais laborieusement n'était pas très compliquée, bien que je ne puisse dire à l'avance si elle réussirait, et tout échec aurait des conséquences effroyables. Tout dépendait du fait qu'on ne pouvait sortir de là depuis le miroir lui-même. Si Holm et ses prisonniers y demeuraient enfermés en permanence, la libération devrait forcément venir de l'extérieur. Il me fallait également prévoir ce que deviendraient les habitants de ce petit monde, et Holm en particulier. Ce que Robert m'avait dit de lui ne me paraissait pas très rassurant, et je n'avais aucune envie de le laisser errer dans mon appartement prêt, une fois de plus, à donner libre cours à son esprit pervers. Les messages télépathiques ne précisaient pas clairement ce qui arriverait à ceux qui étaient entrés dans le miroir depuis si longtemps. Restait enfin un dernier problème, mineur certes. En cas de réussite, comment ramener Robert dans notre monde sans avoir à expliquer l'inexplicable? En cas d'échec, mieux valait n'avoir aucun témoin, ce qui m'interdirait toute relation crédible des faits si, malgré tout, je parvenais à mes fins. Moi-même, je jugeais tout cela complètement absurde, dès que je laissais mon esprit se détourner des données que mes rêves me présentaient de façon si contraignante. Quand je réfléchis autant que je le pus à tous ces problèmes, je me procurai une grande loupe dans le laboratoire de l'école et étudiai minutieusement chaque millimètre carré de cette zone peuplée de spirales qui correspondait vraisemblablement à l'ancien miroir dont Holm s'était servi. Même ainsi, je ne pus déterminer avec certitude où il s'arrêtait et où commençait la surface due au sorcier danois. Mais après un long examen, je parvins à définir une limite conjecturale, de forme ovale, que je soulignais, avec beaucoup de soin, d'un trait de crayon gras. Je me rendis ensuite à Stamford, où je me procurai un solide coupe-vert à molette. J'avais en effet dans l'idée de séparer l'ancien miroir doté de pouvoirs magiques du reste de la classe. L'étape suivante consista à déterminer l'heure la plus appropriée pour le déroulement de l'expérience. Je me décidai finalement pour 2h30 du matin. À la fois parce que cela me permettrait de travailler sans être dérangé et représentait aussi l'opposé de 14h30, moment où Robert avait dû entrer dans le miroir. Cette sorte d'opposition pouvait ou non avoir une certaine valeur. L'heure choisie était en tout cas aussi bonne qu'une autre et sans doute meilleure. Je me mis finalement au travail, la nuit succédant au 10e jour de la disparition de Robert, après avoir baissé tous les stores de mon salon et fermé à clé la porte du vestibule. Suivant avec le plus grand soin, sans même oser respirer l'ellipse que j'avais tracée, je découpais la section ainsi délimitée, à l'aide de la molette d'acier de mon instrument. Le verre, épais d'1,5 pouce se fendit d'un seul coup sous la ferme pression que j'exerçais. La découpe terminée, je renouvelai l'opération en pénétrant plus profondément encore. Puis, aussi précautionneusement que possible, je soulevai le lourd miroir de la commode où il reposait et l'inclinai contre le mur vers lequel je tournai la glace, détachant 2 des lames minces et étroites clouées à l'arrière. À l'aide de la lourde poignée de bois du coupe-vert, je heurtai doucement la zone que j'avais découpée. Elle tomba aussitôt sur le tapis de Bukhara. J'ignorais ce qui allait se passer, mais je m'attendais à tout et involontairement pris une profonde inspiration. Par souci de commodité, j'étais alors à genoux, le visage tout près de l'ouverture que je venais de pratiquer. Comme je respirais, une forte odeur poussiéreuse remplit mes narines.
une odeur qui ne pouvait se comparer à aucune de celles que je connaissais. Puis tout ce qui apparaissait dans mon champ de vision devint subitement d'un gris terne, tandis que je me sentais écrasé par une force invisible qui interdisait à mes muscles de fonctionner. Je me souviens de m'être agrippé de mon mieux au rebord du rideau le plus proche de moi et de l'avoir senti se détacher de ses fixations. Puis je tombais lentement sur le sol, englouti par l'obscurité de l'oubli. Quand je repris conscience, j'étais étendu sur le tapis de Boukhara, jambes en l'air. La même odeur poussiéreuse, hideuse et inexplicable remplissait la pièce. Mes yeux me transmirent l'image de Robert Grandison debout devant moi. C'était lui, en chair et en os et de couleur normale, qui tenait mes jambes haut levées afin de faire circuler le sang jusqu'à ma tête, comme on le lui avait appris au cours de secourisme. Je restai un moment sans pouvoir proférer un mot à cause de l'odeur suffocante et de ma propre stupéfaction qui se transforma en sensation de triomphe. Alors seulement je redevins capable de bouger et de parler de façon cohérente. Je levai une main hésitante et l'agitai faiblement en direction de Robert. « Tout va bien. Tout va bien, mon garçon. Vous pouvez laisser aller mes jambes. Merci encore. Je vais bien maintenant, je crois. C'est cette odeur qui m'étouffait, enfin, je crois. Ouvrez la fenêtre, voulez-vous, en grand, à partir du bas. Voilà. Laissez le store baisser tel qu'il est. » Je parvins à me relever. La circulation du sang repartait par à-coups et me redressait en m'accrochant au dos d'un fauteuil. Je me sentais encore un peu assommé, mais un courant d'air très froid venu de la fenêtre eut vite fait de me remettre d'aplomb. Je m'assis dans le fauteuil et regardai Robert qui s'avançait vers moi. « D'abord, Robert. Les autres. Holm. Que leur est-il arrivé quand j'ai ouvert la sortie ?» Il s'arrêta au milieu de la pièce et me fixa d'un air grave. « Je les ai vus disparaître peu à peu, dans le néant, monsieur Canevin. Et tout avec eux, il ne reste plus rien à l'intérieur. Monsieur, grâce à Dieu, et grâce à vous. » Le jeune homme, cédant enfin à la terrible pression qu'il avait endurée tout au long des 11 jours horribles, s'effondra brusquement comme un enfant et se mit à pleurer hystériquement, à longs sanglots secs et étouffés. Je le pris dans mes bras, le déposai sur mon divan, jetai une couverture sur lui, puis m'assis à côté et posai sur son front une main apaisante. « Calmez-vous, mon petit. » Son accès d'hystérie bien compréhensible cessa aussi soudainement qu'il était venu, tandis que je lui exposai mes plans pour le ramener à l'école sans problème. Comme je m'y attendais, le caractère passionnant de la situation et le besoin de camoufler l'incroyable vérité derrière une explication rationnelle captivèrent son imagination. Il finit par se lever avec impatience pour me donner les détails relatifs à sa libération et écouter mes directives. Il était, semble-t-il, dans la zone de projection de ma chambre à coucher au moment où j'ouvris la porte. Aussi avait-il émergé dans cette pièce, sans comprendre qu'il se retrouvait enfin dehors. Puis, entendant le bruit d'une chute, il s'était précipité ici pour me découvrir évanoui sur le tapis. Je ne mentionnerai que rapidement comment je m'y pris pour donner un tant soit peu de vraisemblance au retour de Robert. Comment je le fis sortir furtivement par la fenêtre, revêtu d'un sweat et d'un vieux chapeau qui m'appartenait, pour l'emmener jusqu'à la route dans ma voiture, que j'avais fait démarrer avec précaution, lui faire répéter une fable que j'avais mise au point et comment je revins pour apprendre à Brown que je l'avais retrouvé. J'expliquai que l'après-midi de sa disparition, il marchait seul sur la route quand 2 jeunes gens lui proposèrent une promenade en voiture pour plaisanter, et malgré toutes ses protestations, ils l'emmenèrent bien au-delà de Stamford. Sautant hors du véhicule à un feu rouge, il avait été renversé par une voiture qui venait en sens inverse, pour se réveiller 10 jours plus tard dans la demeure de ceux qui l'avaient heurté. Quand il apprit quel jour on était, il avait aussitôt téléphoné à l'école. Étant le seul réveillé, j'avais pris la communication et m'étais empressé d'aller le chercher en voiture, sans prendre le temps d'avertir qui que ce fût. Brown prévint immédiatement les parents de Robert, sans mettre en doute mon récit, et s'abstint d'interroger le jeune homme, tant celui-ci paraissait épuisé. On convint qu'il se reposerait à l'école sous la surveillance experte de Madame Brown, ancienne infirmière. Bien entendu, j'eus l'occasion de le voir souvent pendant le reste des vacances de Noël et pus ainsi combler certaines lacunes du récit fragmentaire qu'il m'avait fait en rêve.
Parfois nous doutions presque de la véracité de notre histoire, nous demandant si nous ne partagions pas tous les deux la même illusion monstrueuse provoquée par le caractère hypnotique du miroir, et si en fait l'accident de voiture n'était pas authentique. Mais chaque fois que nous étions tentés, un souvenir abominable nous dissuadait. Pour moi, celui de Robert avec sa voix déformée et ses couleurs inversées. Pour lui, le spectacle fantastique de ces gens d'autrefois, de ces scènes oubliées qu'il avait observées. Et puis le souvenir commun de cette horrible odeur de poussière. Nous savions ce qu'elle signifiait. La dissolution instantanée de tous ceux qui étaient entrés il y a un siècle ou plus dans une dimension inconnue. Il existe de surcroît deux types de preuves plus convaincantes. Les premières viennent de mes recherches, dans les annales danoises de tout ce qui pouvait concerner Axel Holm. Il avait laissé bien des traces dans les témoignages écrits comme dans le folklore, de nombreuses visites dans les bibliothèques et les entretiens que j'eus avec plusieurs érudits danois me permirent de jeter une certaine lumière sur sa détestable renommée. Il me suffise de dire que ce miroitier de Copenhague, né en 1612, était un luciférien notoire, dont les agissements comme la disparition définitive firent objet de controverses inquiètes il y a plus de 2 siècles. Il brûlait du désir de tout connaître et de venir à bout des limites imposées à l'humanité. Aussi s'était-il plongé depuis l'enfance dans l'occultisme et l'étude des questions interdites. Il passait pour appartenir à une confrérie de sorciers, et le vaste savoir contenu dans les vieux mythes scandinaves, avec Loki, l'astucieux, et Fenris, le maudit, n'eut bientôt plus de secret pour lui. Il visait des objectifs étranges, dont on savait peu de choses, assez cependant pour en reconnaître le caractère démoniaque. On dit de sources sûres que ces 2 aides noires, des esclaves originaires des Antilles, devinrent muets peu après qu'il les eut achetés, et qu'ils disparurent peu avant qu'il en fasse de même. Il semble que, vers la fin d'une vie déjà longue, l'idée d'un miroir d'immortalité ait germé en lui. On chuchotait à l'époque que Holm avait en sa possession un miroir enchanté d'une incroyable antiquité, dérobé, ajoutait-on, à un sorcier de ses amis qui le lui avait confié pour qu'il le polisse. Le miroir en question, aussi puissant, disait la rumeur, que l'égide de Minerve ou le marteau de Thor, était un petit objet de forme ovale surnommé le miroir de Loki, chargé de pouvoirs magiques, parmi lesquels celui de prévoir l'avenir proche et de montrer ses ennemis à celui qui le possédait. Nul parmi le peuple ne doutait qu'il n'ait, entre les mains d'un magicien de grand savoir, d'autres propriétés encore plus puissantes. Et même certaines personnes cultivées accordaient une créance apeurée aux affirmations selon lesquelles Holm avait entrepris de l'incorporer dans un miroir d'immortalité de plus grande taille. Sa disparition en 1687, suivie de la vente et de la dispersion de ses biens, donna naissance à des légendes fantastiques toujours plus vivaces. À vrai dire, c'était le genre d'histoire dont on ne peut que rire, tant qu'on n'en possède pas la clé. Pour moi qui me souvenais de mes rêves et disposais du témoignage de Robert Grandison, elle confirmait sans ambiguïté tous les ahurissants prodiges qui s'étaient déployés tout près de nous. Mais, comme je l'ai dit, je peux encore arguer d'une autre preuve, quoique d'un caractère très différent. 2 jours après sa délivrance, alors que Robert, déjà presque rétabli, plaçait une bûche dans la cheminée, je remarquai chez lui une certaine maladresse de mouvement qui fit naître en moi une idée obsédante. L'appelant à mon bureau, je lui demandai abruptement de prendre un encrier et fus à peine surpris de constater qu'il obéissait en se servant de la main gauche, bien qu'il eût toujours été droitier. Sans l'alarmer, je le priai de bien vouloir déboutonner sa veste et de me laisser écouter son rythme cardiaque. Je me rendis compte en posant mon oreille contre sa poitrine, mais je ne lui en fis part que quelque temps après, que son cœur battait désormais à droite. Il était pourtant entré droitier dans le miroir, tous les organes internes en position normale. Cette inversion durerait sans aucun doute toute sa vie. Une telle transformation impossible à nier montrait bien que ce passage d'une dimension à l'autre n'était pas une illusion. S'il y avait eu une autre sortie, naturelle, dans le miroir, Robert aurait vraisemblablement subi une nouvelle inversion pour revenir dans notre monde parfaitement normal, comme pour la couleur de sa peau et de ses vêtements.
Le délivrer de force toutefois eut très certainement des conséquences inattendues. Les dimensions ne purent se corriger d'elles-mêmes, comme ça avait été le cas pour les fréquences chromatiques. Je n'avais pas seulement ouvert le piège de Holmes, je l'avais détruit. Quelques-unes de ces inversions durent disparaître lors de l'évasion de Robert. Il est important de noter qu'à ce moment il ne ressentit aucune douleur comparable à celle éprouvée lors de son arrivée. Si j'avais procédé de manière plus brutale, je tremble à la pensée des douleurs monstrueuses qui par la suite auraient pour toujours été les siennes. J'ajouterai qu'après ma découverte, j'examinais les vêtements qu'il portait quand il était prisonnier du miroir, pour constater comme je m'y attendais que les poches, les boutons et tous les détails correspondants avaient eu aussi connu ce genre d'inversion. En ce moment même, le miroir de Loki, tel qu'il tomba sur mon tapis de Bukhara, repose sur une liasse de documents placés sur mon bureau, ici, à Saint-Thomas, vieille capitale des Antilles danoises, devenue aujourd'hui les îles Vierges américaines. Plusieurs collectionneurs de verres de sandwich ont déjà cru y reconnaître un fragment dépareillé de ce vénérable matériau américain. Me dit pourtant que mon presse-papier est une relique d'un métier infiniment plus subtil et plus ancien. Je me garde bien, pour autant, de détromper les amateurs.